Florian Philippot est notre invité ce matin, vice-président du Front National. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune, hein, vous avez 32 ans, j'ai vu, vous êtes énarque, enfin, on reviendra sur vous, hein, Florian Philippot. C'est intéressant. Intéressant. Je sais pas si c'est très intéressant, mais c'est intéressant. Si vous voulez. C'est intéressant. Vous êtes fonctionnaire. En disponibilité, salarié du Front National, oui. Et salarié du Front National, et surtout candidat en disponibilité. À Forbach, et candidat à la mairie de Forbach. Qui est au centre de toutes les attentions. Forbach, on en parlait hier. Manuel Valls était aussi à Forbach. Beaucoup de monde à Forbach. Manuel Valls nous dit: je ne mène pas une croisade anti-Front National. Oui ou non? Écoutez, je crois qu'il a essayé de rétropédaler un petit peu hier dans sa communication, parce que dans les premières heures, ils ont bien explicitement parlé dans l'entourage de Manuel Valls d'une tournée anti-FN payée par le contribuable français. Vous savez, ils ont pris une carte de France, ils ont regardé où est-ce qu'on était les plus forts, puis ils se sont dit on va aller à Forbach, puis on va aller là, puis on va aller là. Avec l'argent d'ailleurs du ministère de l'Intérieur au passage, qui est tout de même assez indécent. Le ministre de l'Intérieur a le droit de se promener en France, quand même. Il a parfaitement le droit. Il a été d'ailleurs très bien reçu, je crois, à Forbach, par le maire sortant socialiste. Mais sur le marché aussi. Sur le marché, moins. Vous voyez, parce que ses effets d'annonce, sa gesticulation ne convainquent pas. Il n'a pas cité le Front National une seule fois dans son discours. C'est ce que je vous ai dit. Ils veulent rétro-pédaler parce qu'il s'est rendu compte du caractère absolument délétère de ces annonces. On ne fait pas, quand on est ministre de l'Intérieur, une tournée contre un parti et contre ses électeurs. Voilà. On essaie de faire une tournée à la limite contre l'insécurité, contre la délinquance et la criminalité. Et en ce domaine, les résultats sont nuls. C'est la même gesticulation que Nicolas Sarkozy en son temps. On parle beaucoup, mais sur les vrais sujets, les frontières, la tolérance zéro, on attend toujours. Nous serons jugés sur les résultats, pense François Hollande. Jugés sur les résultats. Un peu de croissance, une courbe du chômage qui s'inverse, des investissements qui repartent et le Front National baisse. Mais écoutez, où est-ce qu'on a vu ça, hein, dans la boule de cristal de Monsieur Hollande? Non, c'est ce que dit et pense l'Élysée. Ah oui, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Le problème, c'est qu'on ça fait 10 ans qu'on annonce la même fable aux Français. Je me souviens de Madame Lagarde, hein, vous savez, tout va très bien. Madame la Marquise qui nous annonçait le retour de la croissance en permanence. Non, ça ne va pas du tout. C'est pas en offrant des abonnements SFR à tous les chômeurs qu'on va faire baisser le chômage, vous voyez, parce que magiquement, grâce à un bug SFR, on avait gagné 25 000 chômeurs de moins. On en est là aujourd'hui. Ça n'est pas en comptant sur le bug du SMS du 31 décembre qu'on va faire baisser le chômage, j'ai envie de dire. Ça n'est pas en faisant des emplois aidés très coûteux pour le contribuable et qui sont en réalité au final des voies de garage parce que des emplois extrêmement précaires qu'on va faire baisser le chômage. Si on veut faire baisser le chômage, il faut relancer l'activité et la croissance. Il faut donc changer de modèle économique, mettre en place le patriotisme économique, mettre en place le protectionnisme intelligent, raisonné contre la concurrence déloyale. Voilà des vraies réformes. Mais tant qu'on ne fera pas cela, aussi bien sous l'UMP que le Parti socialiste, on ne sera que dans l'incantation. Voilà. Oui, et les fausses promesses. Il n'y a rien de pire que les fausses promesses. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, à propos d'Alcatel-Lucent, vient de déclarer nous allons tout faire pour négocier avec comme objectif de sauvegarder le maximum d'emplois. Finalement, Marine Le Pen a dit à peu près la même chose hier, pardon, hein, mais pas tout à fait. Que peut faire l'État? Rien. Si dans l'immédiat, l'État a quand même des marges de manœuvre et des instruments de pression. L'État, il a l'instrument fiscal, c'est un moyen de pression. Il a la commande publique, c'est un moyen de pression. Il est là normalement dans son rôle. Si encore il avait une stratégie industrielle. D'accord, mais l'État agit par la commande publique. Il a évidemment par la réglementation. L'État doit intervenir. Il doit intervenir dans ces cas-là pour limiter la casse, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le résultat d'une politique qui a été imprévoyante. Intervenir par la loi? Est-ce qu'il faut changer les lois pour permettre à l'État d'intervenir lorsqu'il y a comme ça? Sur ce cas précis, on ne pourrait pas faire grand-chose là par une loi. Par contre, on peut planifier une vraie politique industrielle pour éviter ce genre de cas dramatique. Et là, typiquement dans le cas d'Alcatel-Lucent, il y a deux choses. Un, il faut réfléchir à ces fusions transnationales dont on sait quand même par expérience, et ça serait bien d'en tenir compte de l'expérience, que dans 2 cas sur 3, ça se finit par une catastrophe ou par un divorce. Dans 2 cas sur 3, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Alors est-ce qu'on doit se précipiter pour marier nos champions nationaux, ce qu'était Alcatel, avec des étrangers, alors que ça finit par un drame? Première réflexion, et ça c'est les pouvoirs publics. Deuxième, c'est le protectionnisme intelligent, parce que là on est typiquement dans le cas d'une concurrence déloyale chinoise. Voilà. On sait qu'il y a de grandes entreprises chinoises qui concurrencent Alcatel-Lucent, soutenues par l'État chinois, qui ne respectent pas les mêmes normes. Eh bien, c'est de la concurrence déloyale. On doit mettre en place du protectionnisme, ce qui suppose de se libérer des contraintes de l'Union européenne. Voilà le vrai problème. Et on bute toujours les dirigeants que personne n'a jamais sanctionné. Si, certainement. Bon, bien sûr.
Mais vous savez, les pouvoirs publics doivent agir sur la structure économique et doivent se libérer du carcan de Bruxelles. C'est cela le problème et ce sera l'enjeu des élections européennes en mai prochain. Jean-Marc Ayrault vient de déclarer sur Europe 1, le Front National n'aime pas la France. Oui, ça c'est un peu le concours. Vous n'aimez pas la France ? J'aime profondément la France. Quelle France aimez-vous ? Et ça signifierait quoi ? Que des millions de Français, les 6,5 millions d'électeurs de Marine Le Pen n'aiment pas la France ? Enfin écoutez, franchement, finalement assez amusant, parce que ça démontre leur état de panique et d'affolement. Si, ça démontre leur état de panique et d'affolement suite à Brignol, tous les sondages, tout ce que l'on voit sur la très forte dynamique du Front National. Il y a un concours d'insultes. Le Parti Socialiste, le gouvernement et quelques autres, même à l'UMP, comme Monsieur Le Maire, sont devenus des machines à insulter. Voilà, ils ne savent plus faire que cela. Ils ne sont plus sur les vrais problèmes des Français. On ne peut plus avoir avec eux des débats sur le chômage, la sécurité, les retraites, l'Union européenne, le pouvoir d'achat. Ça n'est plus possible. Ils ne sont plus que là que pour être hargneux. C'est un système hargneux, c'est un système qui se transforme peu à peu en machine à insulter des électeurs. Je les appelle à se tranquilliser, à redevenir sereins, à sortir de leur fébrilité. Oui, le Front National est très haut, je sais qu'ils craignent pour leur poste, je sais qu'ils craignent pour leur place, mais revenez dans les bornes d'un débat républicain et démocratique, vous verrez, ça se passera très bien. J'ai entendu également les insultes de Monsieur Mandon, de la même veine. Qui était ce matin chez nous sur RMC, Au-delà des insultes. Mais vous allez déposer plainte après ce qu'a dit Monsieur Mandon ? Non, ce serait donner beaucoup d'importance à un Monsieur Mandon dont on ignorait tous l'existence, même encore hier. Je vais vous citer simplement la phrase qui a déclenché, qui a permis à ce Monsieur Mandon de se croire autorisé d'insulter encore une fois des Français, des millions de Français. Cette phrase du discours de Marine Le Pen. À Marseille. Je serai dur. Université du Front National le 15 septembre. Exactement. Je serai dur avec les minorités autoproclamées qui veulent faire plier l'ordre républicain contre la sécurité de tous. Voilà ce qui permet à Monsieur Mandon de se croire autorisé d'insulter des millions de Français. Alors, je me dis qu'ils sont fébriles, qu'ils craignent pour leur poste, mais il faut qu'ils reviennent à un peu plus de sérénité et au débat de fond, parce qu'ils sont en train de se ridiculiser. Ils se ridiculisent et ils perdent beaucoup de voix. Vous savez, ils perdent beaucoup de points en ce moment. Le système perd beaucoup de points et je crois que nous en marquons beaucoup. Florian Philippot, le parti de Marine Le Pen, votre parti, est un parti d'extrême droite ou pas? Parce que là, je n'ai pas bien compris ce qu'a voulu dire Marine Le Pen quand elle dit nous allons poursuivre en justice toutes celles et ceux qui nous qualifient de parti d'extrême droite. D'abord, est-ce que vous avez déjà déposé des plaintes? Non, elle n'a pas dit ça. Non. Non. Précisons les choses. Qu'est-ce qu'elle a dit? Très clairement, nous allons continuer d'argumenter, parce que c'est pas nouveau, pour expliquer aux Français que l'utilisation de la sémantique du terme extrême droite n'est pas à des fins de description politique, mais à des fins militantes. Et je crois que maintenant, les Français, quand ils entendront un observateur traiter le Front National de parti d'extrême droite, comprendront qu'il est dans une démarche militante. Ça, c'est un point de gagné de notre côté. Il n'est pas question de porter plainte contre tout le monde. On va poursuivre en justice. Non, c'est d'argumenter. J'ai entendu ça. D'argumenter. Et au final, là, c'est là que vous avez raison. Si on n'a pas réussi par l'argumentation, nous prendrons un cas particulièrement symbolique où la diffamation est particulièrement honteuse et scandaleuse devant la justice. Non, on l'a pas encore choisi, mais on peut dire que vous êtes là, vous allez choisir un cas parce que quelqu'un va dire le Front National est un parti d'extrême droite. Observateur, dites-moi, c'est parce qu'un observateur fera un amalgame. Non. Vous qui défendez la liberté d'expression. Parce que ne me jouez pas ça. Vous savez qu'il y a des limites à la liberté de la presse, ça s'appelle la diffamation. Voilà. S'il y a des amalgames. Si je dis moi, par exemple. Imaginez dans la même phrase. Non, attendez, moi je dis, vous êtes d'extrême droite. Vous allez poursuivre devant la justice? Non, mais non. Bon, je dirais, vous êtes insultant. Voilà, je dirais ça, mais je vais pas m'amuser à poursuivre devant la justice. Ah oui, vraiment. Et je préfère même une vraie injure, vous voyez. Je préfère qu'on m'injurie directement plutôt que de me dire cela. Alors, nous sommes les patriotes, et vous savez, les Français qui sont derrière nous de plus en plus nombreux, ils en ont marre d'être stigmatisés comme cela. Ils veulent être respectés. Ils ont leurs convictions. Bien sûr que si. Ce sont des amoureux de la France. Oui, ils sont fiers du drapeau. Oui, ils sont fiers de la France. Je ne sais pas, monsieur Mélenchon d'extrême gauche. Vous l'insultez ou quoi? Écoutez, monsieur Mélenchon a toujours dit qu'il était d'extrême gauche. C'est son problème. Voilà, c'est tout. C'est tout. S'il n'est pas content, il a qu'à le dire. Je voudrais revenir. Qui êtes-vous? Puisque vous n'êtes pas d'extrême droite, qui êtes-vous? Alors, qui êtes-vous? Alors, monsieur non, mais on va entrer dans le détail, parce que c'est ça qui est intéressant. Je serai dur avec les minorités autoproclamées. Oui. Quelles sont ces minorités? Qui veulent faire plier l'ordre républicain contre la sécurité. Vous voyez, par exemple, ceux qui veulent désignez-les. Ceux qui veulent imposer, par exemple, des horaires séparés dans les piscines entre hommes et femmes. Les musulmans.
Non. Ah, vous croyez que les musulmans veulent imposer des horaires séparés? C'est là que c'est vous qui faites l'amalgame. Non. Des islamistes politisés, voilà, qui veulent tester la République. Voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est que... Les minorités autoproclamées, ce sont les islamistes. Mais par exemple, oui, politisés, par exemple, ceux qui testent la République sous l'UMP et le PS et qui voient qu'elle cède systématiquement. Bah, avec nous, ce sera terminé, elle ne cédera pas. S'il y a une loi, s'il y a la laïcité, s'il y a l'ordre républicain, alors la loi, la laïcité et l'ordre républicain doivent s'imposer partout. C'est ce qu'attendent les Français. Ce sont les petits caïds ou les grands caïds qui prennent en otage des quartiers. Premier ennemi, les pas des ennemis, ce sont... Bah si, mais écoutez, les minorités autoproclamées qui veulent faire plier l'ordre républicain. Je serai dur. Mais bien sûr, on fera respecter la loi. Dur. Mais ça veut dire quoi? Ben nous aurons de l'autorité. Ouais. C'est ce qu'attendent les Français, l'autorité de l'État. Les caïds qui prennent en otage des quartiers, qui imposent leurs lois, par exemple la loi de la drogue et donc la loi de l'omerta, la loi du silence. Eh bien, nous serons durs face à ces petits caïds qui sont aujourd'hui en pleine liberté. Alors Marine Le Pen ajoute, nous combattons un ennemi que nous ne voyons pas. Où est-il cet ennemi? Là, c'était le paragraphe sur la finance. Vous voyez? Ah ça, voilà. Ah bah il est dans les salles des marchés du le CAC 40. Deuxième ennemi, c'est le capitalisme. C'est pas le capitalisme, c'est le capitalisme débridé, c'est l'ultralibéralisme, c'est la financiarisation de l'économie, c'est le fait que en un cliquement de doigts sur un clavier ou sur une souris d'ordinateur, on peut faire disparaître des milliers d'emplois parce qu'on aura surspéculé, hyper spéculé. Et là, il y a des mesures à prendre contre la financiarisation de l'économie, contre cette dictature de la finance, contre ce fascisme doré financier qui se trouve alors à Wall Street, qui se trouve au CAC 40, qui se trouve dans certains paradis fiscaux. Il faut remettre en place des contrôles aux frontières. Il faut remettre en place une stratégie industrielle pour que ce soit pas la finance qui dicte sa loi. Vous voyez, ce sont des choses de bon sens. Mais si je résume, vous êtes favorable à la grandeur de la nation, bien sûr, à l'indépendance de la France, bien sûr, à la lutte contre le pouvoir de l'argent. On est d'accord? Oui, bien sûr. À l'inégalité sociale, on est bien d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Ah bon? Pourquoi dites-vous cela? Ah ben non, je sais pas. Pourquoi dites-vous cela? Vous battez contre l'inégalité sociale. Évidemment. Bon, vous êtes donc ni de droite, ni de gauche. Attendez, l'inégalité sociale, c'est intéressant. De quoi elle naît? Elle naît d'un système économique extrêmement injuste. Elle naît d'un système économique qui donne tout aux plus forts et qui enlève tout aux plus faibles ou qui enlève tout aux classes moyennes. D'un système, par exemple, qui fait que les grandes multinationales du CAC 40 sont imposées à 8%. Comme les grandes banques commerciales françaises, alors que les PME sont imposées à 25 ou 30%, ce qui est absolument scandaleux. Un système qui fait que les classes moyennes sont assommées d'impôts sous l'UMP et le PS, à tel point qu'on en a créé 84 en 2 ans, parce qu'on refuse de relancer la machine économique et sociale et de faire les vraies économies sur les gaspillages. Florian Philippot, vous voyez ce que c'est qu'un programme cohérent? Vous combattez un ennemi que nous ne voyons pas, que je ne vois pas, ou que les citoyens ne voient pas. La finance internationale, le grand capitalisme. Mais vous savez, je crois que François Hollande, j'avais cru comprendre que François Hollande devait le faire aussi. C'était son discours du Bourget de janvier 2012 quand il était en campagne. Oh, c'est vrai qu'il était allé se précipiter à la City tout de suite pour rassurer les banquiers d'affaires et je vois qu'il ne l'a pas fait. Il s'est soumis comme Nicolas Sarkozy à la finance. Ce que dit aussi Marine Le Pen, ce qu'elle a dit. Chaque clandestin est un délinquant. Oui, s'il est clandestin. On est d'accord. Oui. Chaque immigré n'est pas un clandestin, n'est pas un délinquant. Exactement. On est bien d'accord. Oui. Parce que parfois, dans l'esprit, mais est-ce que les choses sont pourtant très claires? On peut penser ça, hein? Non, vous savez bien. Mais de quel droit vous dites cela? Non, mais je dis ça. Vous êtes dans la tête des électeurs. Non, parce que je les entends. Comme vous, Florian Philippot. Parce que je les écoute ce que vous entendez, Monsieur Bourdin, et vous avez raison. Être sans papier est un délit, on est bien d'accord. Bien sûr, j'écoute votre radio et j'entends des Français qui s'expriment. Oui. Et ils en ont librement, par exemple. Et qui s'expriment librement sur RMC. C'est tout à fait exact. Et j'entends des Français qui en ont effectivement marre de l'immigration de masse ou marre d'avoir des campements de Roms à côté de chez eux. Mais ils ont le droit et ils ont raison, je crois, d'en avoir marre. Et ils ont raison d'attendre une réponse, d'attendre une autorité de l'État. On en revient toujours au même, cette autorité de l'État que les autres n'ont pas mise en place. Voilà ce que nous disons. Arrêter l'immigration, ça n'est pas scandaleux, c'est vital pour notre économie et pour l'unité nationale. Les campements de Rome, parlons-en des campements de Rome. Les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, droite ou gauche, ont démantelé un nombre incalculable de campements. Vous voulez qu'on fasse la liste des campements qui ont été démantelés? Et qui se sont ensuite reconstitués? Un peu plus loin. Ah oui, alors vous faites quoi? Vous sortez de chez vous voyez maintenant des bidonvilles. Vous faites quoi? Vous allez renvoyer chez eux en Roumanie ou en Bulgarie ces Roms qui sont venus et ils vont revenir. Non, parce qu'entre-temps, parce que on va les démanteler. Parce qu'entre-temps, vous serez sortis de Schengen et on va de les l'Union européenne. Et puis, on aura une politique cohérente parce qu'à côté, on va remettre en place des frontières.
On va dissoudre l'espace Schengen, de l'Union européenne, remettre en place des frontières. Alors, vous serez sorti de l'Union européenne. Eh bien, écoutez, c'est le référendum qu'on propose sur l'appartenance de la France à l'Union européenne, et notamment vous êtes favorable à la sortie, vous? Si je n'arrive pas à renégocier 4 points importants, dont les frontières, dont l'euro, dont le protectionnisme qui doit être permis, renégocier, ça veut dire on sort de l'euro, dont la souveraineté nationale. Alors oui, j'y suis favorable. On sort de l'euro? On est d'accord? Il faut pouvoir retrouver la monnaie nationale, oui, bien sûr. La monnaie nationale. Comme dans 95% des pays du monde. Vous savez, aujourd'hui. Donc, si on ne retrouve pas la monnaie nationale, on est bien d'accord, on sort de l'euro. Oui, je crois que ce sera nécessaire. Oui. Vous savez, aujourd'hui, l'anomalie. C'est pas notre programme économique, c'est pas le projet du Front National. L'anomalie dans le monde, c'est l'Union européenne. 95% des pays du monde ont des frontières. Troisième ennemi, l'Europe. C'est pas. Vous avez le premier, c'était les musulmans. Je raisonne en objectif politique. Le deuxième, la grande finance internationale. Vous pouvez pas dire ça, Monsieur Bourdin. Vous le dites d'ailleurs avec un petit sourire, vous n'y croyez pas vous-même. Vous dites le premier, les musulmans. On en a parlé pendant 3 minutes. Et la troisième, l'Europe. On en a parlé pendant 3 minutes. Ce ne sont pas les musulmans, ce sont les islamistes politico-religieux, et vous le savez très bien. Islamistes politico. Oh, bah écoutez, c'est ceux qui vont prier dans la rue pour faire pression sur la République. C'est ceux qui imposent le halal obligatoire. C'est ceux qui testent la République en permanence, qui essaient d'envoyer leurs gamines avec un foulard à l'école alors qu'elles savent que c'est interdit par la loi républicaine, etc. Tout le monde le sait, il faut juste faire respecter la loi. Mais effectivement, l'anomalie dans le monde aujourd'hui, c'est l'Union européenne. 95% des pays du monde ont leurs frontières, ont leur monnaie nationale, ont leur souveraineté nationale, c'est-à-dire la démocratie. Alors, nous sommes sortis, j'imagine, nous sommes sortis de l'Union européenne. Parce qu'on n'aura pas réussi à renégocier. Des bateaux arrivent toujours d'Afrique ou d'ailleurs avec des réfugiés sur ces bateaux. Et ces réfugiés, évidemment, gagnent l'Europe, tant bien que mal, parfois en laissant leur vie au passage. Et que font-ils? Ils arrivent en France, ils entrent en France. Comment c'est toute la différence. Parce que vous croyez que vous allez les empêcher d'entrer en France? C'est là où il faut regarder les choses et les effets d'une politique en amont. Parce que si vous lancez le signal que vous récupérez la maîtrise de votre frontière, que vous arrêtez l'immigration, que vous luttez contre l'immigration clandestine, que vous n'offrez plus rien, notamment l'aide médicale d'État, c'est-à-dire l'aide médicale gratuite à 100% pour les clandestins instaurée par Lionel Jospin, poursuivi par Nicolas Sarkozy et François Hollande, alors vous lancez des signaux aux pays d'origine et vous leur dites « Ne venez pas en France, vous n'y trouverez rien ». Et vous évitez ce genre de drame, parce que les drames de Lampedusa sont la conséquence directe d'une politique laxiste en matière d'immigration. Et ceux qui en portent la responsabilité, ce sont ceux qui prônent cette politique d'ouverture totale des frontières. Est-ce que l'identité française est menacée? Elle est menacée par plusieurs facteurs. Elle est menacée, l'identité française? Ah oui, elle est menacée par plusieurs facteurs. Oui. Notamment la soumission à un ordre anglo-saxon total, qui fait que notre langue française, par exemple, n'est plus soutenue par les pouvoirs publics en France comme à l'étranger. C'était pourtant la belle politique de la francophonie, et peu à peu, l'anglais, l'anglo-américain s'immisce. De plus en plus, le français est de plus en plus parlé dans le monde, Florian Philippot. Tous les chiffres le montrent. Pas en proportion, malheureusement. Et dans notre propre pays, il est de moins en moins bien enseigné à l'école. C'est pour ça qu'on propose de remettre 2 heures d'enseignement par semaine en plus à l'école primaire, au détriment de matières périphériques. La semaine de 4 jours et demi, vous n'êtes pas prononcé, vous êtes favorable ou pas? Non, la réforme qu'on a faite. Non, mais je vous parle. 4 jours et demi à l'école, vous êtes d'accord ou pas? Non, ça n'était pas une bonne réforme. 4 jours et demi, non. Quel est le rythme scolaire que vous pensez le meilleur? Nous pensons qu'il ne fallait pas faire la réforme qui s'applique cette année. Je vous parle du rythme scolaire que vous pensez être le meilleur. Alors, je pense que c'est sur 4 jours, voilà. 4 jours. Mais qu'il fallait effectivement rester surcharger les programmes, donc surcharger les journées de travail des enfants. Si on enlève les matières périphériques à l'école primaire, qu'on recentre sur le français et le calcul. Par exemple, vous savez, depuis 2008, à l'école primaire, dans certaines écoles primaires, il y a initiation à l'histoire de l'art. Je suis pas certain. C'est bien l'initiation à l'histoire de l'art, mais est-ce que ça a sa place à l'école primaire? Alors que quand on arrive au 6e, 20% de nos gamins ne savent pas lire et écrire correctement. Mais on peut peut-être apprendre à lire et écrire correctement et en même temps apprendre l'histoire de l'art. Manifestement non. C'est démontré concrètement dans les faits. J'aimerais parler de vous pour terminer. Etc. Vous êtes de gauche à l'origine? Non, je suis pas de gauche. Je ne crois plus à ce clivage. Oui, j'ai soutenu Jean-Pierre Chevènement lors de la campagne présidentielle en 2002. C'était un homme de gauche. Écoutez, moi, je soutenais le Jean-Pierre Chevènement de 2002 qui disait, lui, explicitement, dans ses discours, et j'étais d'accord et je reste d'accord avec lui, il n'y a plus de clivage gauche-droite. Au-dessus de la gauche et de la droite, il y a la France, il y a la République française. C'était son slogan de campagne. Et il le disait à chaque meeting. Voilà pourquoi je le soutenais. Mais après, effectivement, il s'est vendu au Parti Socialiste. Ça m'a beaucoup déçu. Comment avez-vous pu admirer De Gaulle? Vous l'admirez encore? Mais bien sûr que je l'admire. Admirer De Gaulle et en même temps adhérer à un parti qu'il a toujours combattu. Enfin, du moins à des fondateurs d'un parti qui l'ont toujours combattu et qui ont même, pour certains,
indirectement attenter à sa vie. Le Front National, c'est un front des patriotes. Vous me demandez une définition de ce que nous sommes. Vous disiez ça tout à l'heure. Nous sommes les patriotes, les amoureux de la France. Alors oui, il y a des patriotes aussi en dehors, et ils ont vocation à venir avec nous ou au Rassemblement Bleu Marine, parce que les autres partis ne défendent plus la France, concrètement, ni la fierté d'être français. Il y avait des gaullistes dès l'origine du Front National. Et oui, moi je suis gaulliste parce que je défends l'indépendance nationale, je défends la grandeur de la France. Vous étiez pour l'Algérie française ou contre? J'étais pas né, et je considère que ce débat est totalement terminé. Excusez-moi, je suis né 20 ans après l'indépendance. Vous voyez, puisque vous êtes gaulliste quand même. 1958. C'est un débat qui est l'indépendance de l'Algérie, c'est non. Non, mais là, c'est le micro de l'ORTF et les débats de l'ORTF, si vous voulez. Pas du tout, c'est de l'histoire. Si. Florian Philippot, c'est de l'histoire. Est-ce que je suis pour l'indépendance? Vous savez dire quoi cette question aujourd'hui en 2013? Excusez-moi, il y a des problèmes des Français. Voilà, il y a des problèmes qui se posent aux Français. Le gaullisme, c'est d'abord l'indépendance nationale, la grandeur de la France et un système économique beaucoup plus juste, parce que c'était la participation, et ça on l'oublie souvent. Voilà pourquoi je suis gaulliste, et quand je vois que Nicolas Sarkozy, l'UMP, a fait réintégrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN, a soumis notre diplomatie, comme François Hollande, à la diplomatie américaine, a soumis et a liquidé la souveraineté française au profit de l'Union européenne, je me dis que l'UMP notamment, qui parfois se dit encore gaulliste, est pourtant le parti le plus anti-gaulliste qui existe, peut-être à égalité avec le Parti socialiste. Merci Florian Philippot d'être venu nous voir à 8h57.